bienvenue sur le plateau du Media Lab pour cette journée transmédia en collaboration avec les licences MCC3, les Master 1 et Master 2 en journalisme de l'Université catholique de Lille. Au programme, 6 heures de direct non-stop avec des reportages, des interviews, des chroniques ou encore des jeux. Alors n'hésitez pas à rester avec nous pour cette longue journée pleine de surprises en perspective. En attendant, on part tout de suite en radio pour découvrir l'actualité sportive avec Olympe. Bonjour Victoire, oui, alors on est en direct de la radio. Olympe, tu vas nous parler des actualités en sport et on commence par le foot. Et oui, hier soir, l'OM affrontait Leipzig en Ligue Europa sur la pelouse de la Red Bull Arena en Allemagne. Particulièrement accrocheurs, les Marseillais se sont inclinés de peu avec 1-0 pour Leipzig. Un quart de finale retour est cependant prévu au Vélodrome jeudi prochain. L'OM garde donc toutes ses chances de se qualifier en demi-finale. L'unique but de la rencontre d'hier a été inscrit par Timo Werner à la 45e minute. On enchaîne avec du golf. Oui, le Masters d'Augusta aux États-Unis a débuté hier. C'est le premier tournoi majeur de l'année. Pour cette 82e édition, on attend avec impatience le retour de l'ancien numéro 1 mondial Tiger Woods. Le plus grand golfeur de tous les temps semble retrouver son meilleur niveau depuis quelques mois. Il devra faire attention à son rival Rory McIlroy. L'Irlandais tentera de remporter ce dernier grand chelem qui manque encore à son palmarès. La finale aura lieu ce dimanche. Et un mot de tennis pour terminer ? Oui, après 3 mois d'absence, Rafael Nadal revient sur les cours ce week-end. Le numéro 1 mondial a été sélectionné aux côtés de David Ferrer pour les quarts de finale de la Coupe Davis. L'Espagne affrontera l'Allemagne à partir de cet après-midi à Valence. Côté français, Yannick Noah a choisi Lucas Pouille et Jérémy Chardy pour les matchs en simple. Les Bleus seront opposés à l'équipe italienne menée par Andrea Seppi et Fabio Fonini. Les autres quarts de finale opposeront la Belgique aux États-Unis et la Croatie au Kazakhstan. Et voilà, vous savez tout pour les actualités sportives. Pour ces actualités sportives, on continue sur une belle initiative dans la région lilloise. Un salon de coiffure offre ses soins aux SDF. Mathilde et Juliette vous en disent plus dans leur reportage. Depuis 3 ans, Jackie, la gérante du salon Jackie G, rue Léon Gambetta à Lille, récolte des échantillons de produits d'hygiène pour des personnes en difficulté. Je me rendais compte que quand on avait des échantillons, ou même que nous, on en donnait à des clients, quelquefois ils sont contents de les avoir, mais quelquefois ils les jettent, ou ils le donneraient à ma petite fille. Enfin. Et donc on se dit que ça a un coût, que c'est gaspillé, parce que c'est des produits de qualité, donc autant que ça serve à des gens qui ne peuvent pas en faire l'acquisition et à qui ça fait plaisir. Des shampoings, des crèmes, des masques offerts dans les avions, dans les hôtels sont récupérés dans 3 grands vases exposés dans le salon. Parce que là c'est visible parce qu'il y a des vases, avant c'était des sacs que je mettais derrière la caisse, et là j'ai choisi de l'exposer justement en me disant que si c'était plus visible, les gens ils y penseraient davantage, quoi. Il y a eu une petite mise en lumière sur les réseaux sociaux, dans la Voix du Nord. Donc du coup, il y a beaucoup de gens qui viennent les déposer spontanément, même s'ils ne sont pas clients du salon. Mais je m'en tiens à des choses qui sont petites et qui sont gratuites, c'est-à-dire qui ne coûtent rien aux gens en fait. Pas des choses que les gens les achètent, mais ce que les gens récupèrent. Une fois récupérés, Jackie les fait distribuer via des associations pour personnes en difficulté, comme Espoir et Fraternité ou La Clé. Jackie récupère toutes sortes de produits d'hygiène. Et même, il ne faut pas s'arrêter, même si c'est des échantillons de parfum. Même les personnes qui sont en difficulté, elles sont contentes aussi de temps en temps de mettre de l'eau de toilette, de sentir bon, de pouvoir se maquiller un petit peu, de pouvoir se faire même peut-être un masque quand ils ont le temps entre copines. Enfin voilà, quoi. C'est pas parce que, au contraire, ça restaure l'estime de soi et c'est hyper important l'estime de soi quand on a des grosses difficultés financières, qu'on est un peu dans la mouise. L'estime de soi, il descend à la même vitesse. Donc c'est des petits trucs qui permettent de remonter un peu l'estime de soi et c'est important. Jackie n'a pas pour projet de récupérer des chaussures ou des vêtements, mais elle invite ses collègues coiffeurs à rejoindre l'initiative. Je suis la seule à faire ça dans la rue. J'invite mes collègues à faire la même chose dans la rue et même sur l'île, éventuellement même dans d'autres villes, parce qu'il y a un gros gaspillage au niveau des échantillons. Et c'est vrai que si tout le monde s'y met, ça peut faire un gros volume d'échantillons à distribuer aux gens qui sont démunis et à qui ça fait vraiment plaisir. Donc c'est peut-être une action à développer. D'un côté, Elvis Crecy, 21 ans, étudiant. Mathilde nous a rejoint pour nous apporter des précisions à propos du concept. Bonjour Mathilde. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du Media Lab. Alors, d'où est venue justement l'initiative de cette coiffeuse ? En fait, Jackie récupérait beaucoup de produits d'hygiène en échantillon grâce à ses fournisseurs.
Puis au bout d'un moment, elle s'est dit pourquoi les garder, pourquoi je ne pourrais pas les donner à des gens qui en ont besoin, donc des personnes en difficulté, des SDF, des migrants. Et elle avait chez elle 3 grands vases en fait, donc elle s'est dit je vais les exposer dans mon salon. Ouais, et j'ai invité les gens à apporter leurs échantillons qui n'ont pas besoin, qui récupèrent dans des avions, dans des hôtels. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et quel intérêt elle y trouve, elle, en fait, à développer ce concept? Elle n'a pas trop d'intérêt pour son salon. En fait, c'est plus une initiative, c'est plus une action. Elle raconte, c'est plus le fait d'aider les gens en difficulté. Ça ne ramène pas forcément trop de monde à son salon, mais c'est plus d'aider les gens à pouvoir subvenir à leurs besoins. Et voilà. D'accord, ouais, donc ça a plutôt un intérêt vraiment, je dirais pas associatif, mais plus dans l'intérêt des... C'est un intérêt personnel, quoi. Oui, c'est ça. Un intérêt personnel. D'accord, merci beaucoup Mathilde pour ces précisions. Si vous nous rejoignez, nous venons de commencer la journée transmédia au plateau du Media Lab et tout de suite, on va découvrir ensemble les coulisses et la préparation de cette journée avec Anaïs et Naël. Alors, comment se prépare-t-on au desk ? Alors, nous sommes actuellement au desk. Comme vous pouvez le voir, l'ambiance est très studieuse. Nos étudiantes sont en train de travailler sur leur chronique. Donc, on va aller voir Marie qui travaille sur sa chronique e-sport. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce que tu as préparé ? Alors, en gros, ma chronique, ça sera sur l'événement qui a eu le week-end dernier, la Gamers Assembly, et on va parler de résultats de matchs importants, mais aussi de joueurs en particulier. Ok, très bien. Merci, Marie. Et plus tard, on va aussi retrouver l'interview de Rachel des 2 rappeurs, Elvis Cruci et Lissam, et aussi un reportage sur la SIDAction. Mais tout de suite, on va retrouver Yousra et sa chronique humour. On retrouve Yousra tout de suite pour nous apporter une petite touche d'humour en radio. Alors moi, j'étais partie au départ pour vous préparer une chronique sur les magnifiques peurs des pigeons de ma sœur. Mais en cette période de grève interminable, je me suis dit qu'une petite chronique sur les aléas du covoiturage me paraissait parfait pour l'occasion. Le covoiturage, ce moyen de transport qui est censé être plus écologique et favoriser les liens sociaux. Quand je vois comment se déroulent certains covoiturages, j'ai l'impression d'être en direct d'un commentaire publié sur VDM. Le week-end dernier, j'étais sur Paris et dimanche, je reçois un SMS de la SNCF m'informant de l'annulation de mon train. Je me mets donc à la recherche d'une solution, parcours les différents sites de covoiturage et j'en trouve un qui part à 17h pour Lille. Je le prends, je me dis parfait, mon billet de train remboursé, je fais des économies et en plus j'arrive à rentrer. Donc arrivé à Paris, en Blablacar, moi j'ai postulé pour offrir ma présence à une personne qui va conduire et j'ai choisi Eustache. Je trouve le prénom super original et son haleine l'était tout autant. Eustache, un nom de chat pour un gars qui sent la litière. Le mec puait de la gueule, mais de manière industrielle. C'est-à-dire qu'une usine à soufre à côté, c'est un fait braise. Et il te décolle du papier peint d'un souffle, c'est vraiment incroyable. Il n'a pas prévenu qu'il sentait mauvais, mais bon. Ça, est-ce qu'on le prévient sur sa petite page perso ? Je pense pas. Il a juste notifié, je m'appelle Eustache, je conduis très bien et je suis professeur de latin, non-fumeur, bla 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 bla. Ça veut dire qu'il parle beaucoup. Il aurait pu mettre 500 langues, c'était pareil. Bon, je me pointe au lieu de rendez-vous, ouvre la portière de sa voiture, où là, l'odeur m'a décollé mes fossiles. Je vérifie sous mes chaussures si j'avais pas marché sur de la merde. Bon, je me suis dit, Eustache a peut-être lâché une petite perle. Bon, après tout, c'est sa voiture quand même. Il y avait un autre passager à l'arrière, et vu sa tête, il semblait pas bien du tout. L'odeur avait l'impression de lui monter jusqu'au naseau, je pense même que ça lui grattait le bas de la gorge. Mais bon, on a quand même fait le trajet avec Eustache, et puis... on s'est rendu compte qu'un Eustache, il aimait les chats. C'était drôle quand même. Il était là en train de nous parler de sa petite vie de chat, de ses moustaches. Et des fois, le covoiturage, j'aimerais simplement pouvoir monter et dormir. C'est quand même une bonne chose, ça, non ? Monter, dormir et puis profiter du voyage. Mais non, toujours obligé de discuter, parler. Et il faut savoir ce que tu viens. Et puis tout d'un coup, toi, un petit peu d'exotisme. Tu viens d'où, c'est comment, vous mangez bien. Ouais, bon, c'est un peu pareil que la France. Mais bon, en cette période de train qui met des galères, il y a plusieurs sites internet et applications qui proposent de vous mettre en relation avec d'autres personnes susceptibles de faire le même trajet que vous, à pied, en transport en commun ou pourquoi pas en trottinette. On parle alors de copiétonnage ou co-trottinettage, avec cette idée que certaines personnes qui travaillent tard ou tôt peuvent préférer ne pas être seules pour se sentir davantage en sécurité. Bon, dans cette petite période de crise, rassemblez-vous. Merci bien.
pour cette petite touche d'humour, de l'humour à la musique. C'est ce que nous promettent nos premiers invités à l'occasion de cette journée transmédia. Rappeurs nordistes, on accueille Lissam et Elvis Cruci sur le plateau. Ils sont trop foncés les deux. Elvis Cruci, 21 ans, étudiant en 3e année de sciences sociales, rappeur depuis 5 ans, et 372 j'aime sur Facebook. De l'autre, Lissam, 21 ans et étudiant en master d'histoire-géographie, rappeur depuis 5 ans et qui accumule 494 j'aime sur Facebook. Leur point commun, ils viennent tous les deux de Cambrai. Ils commencent à être bien connus dans cette ville, mais aussi dans la métropole lilloise, puisqu'ils participent régulièrement à des concerts et des festivals. Ils ont tout compris aux réseaux sociaux et comptabilisent des centaines de vues sur leurs vidéos publiées sur YouTube. Un extrait de leur dernier son en date. Honneur au Nord pour Elvis Cruci. Yeah, Elvis Cruci. Je sais pas comment te décrire, comment je vois ma villa. Oui, ça se passe de commentaires, c'est pas pour maintenant la villa. Si je prends toutes mes commentaires, je serai pas technique comme David, Golat Mora, comme la Villiers, la les Bressons. Et si facile pour Lissam. Même si j'écris si facilement, je sais bien que rapper ne remplira pas mon assiette d'aliments. Si tu te demandes ce que je manigance, vas-y danse. Trop d'excès dans la chillance, comme en témoigne l'état de ma finance. Et je raconte plus de balles. Et ils sont avec nous en direct du Media Lab. Alors bienvenue Lissam et Elvis Cruci. Merci d'être avec nous. Merci. Là, les spectateurs ne le voyaient pas, mais vous étiez déjà en train de chanter et danser. Donc heureusement, après, ils pourront le voir. Alors expliquez-nous comment on en vient à faire du rap. Parce que vous êtes étudiant quand même. Oui, on est étudiant, mais je pense que tout est lié un petit peu. Quand on aime les lettres, je trouve que c'est vrai que le rap, c'est un beau moyen d'expression et de manier notre belle langue. Et donc c'est vrai qu'on a des choses à dire et envie de... Ce besoin d'écrire, je pense que c'est un bon média, quoi. Voilà, et moi je pense que c'est aussi écrire en fait depuis tout petit, tu vois, c'est quelque chose qui me tient à cœur à fond. Parce que par exemple, j'avais pas de jeux vidéo ou quoi, donc c'est vrai que pour passer le temps quand j'étais tout seul, même tout petit, j'écrivais n'importe quoi, tu vois. Et puis après, à force de fréquenter des gens qui faisaient du rap, d'écouter, d'apprécier leur art, etc., ça m'a donné envie de les imiter. Et du coup, ça fait maintenant 5-6 ans à peu près qu'on rappe. On a commencé à 2 semaines d'intervalle. Donc voilà, ouais. Oui, parce que vous êtes amis à l'origine. Voilà, de longue date. Depuis la seconde, ouais, c'est ça. Voilà. Cambrai. C'est ça. Oui, vous êtes cambraisien. Exactement. Donc vous avez dû commencer à écrire des textes. De quoi vous parlez dans vos textes ? De tout et de rien, de nos vies. Notre but, c'est pas de s'inventer une vie ou de jouer sur des stéréotypes qui peuvent exister dans le rap. C'est de dire des vraies choses, des choses qui nous tiennent à cœur. Donc ça peut parler de filles, de peine de cœur, de relations avec les parents, avec l'étude et cette société. Je pense que quand on est une génération surtout qui a grandi avec pas mal de choses, voilà, on n'a pas de quoi se plaindre, mais c'est vrai que forcément, étant jeune et fougueux, on trouve toujours plein de choses à redire, et voilà. Pardon. Ouais. Non, mais et du coup, c'est pas uniquement pour dénoncer, alors c'est aussi... Ah non, c'est aussi... parce que c'est aussi juste simplement une manière aussi de s'exprimer, parce que dénoncer, je trouve que c'est quelque chose... C'est un mot qui est très large en fait, et du coup après, quand dans un texte on a envie de juste simplement de se mettre soi-même en avant, soit par humour ou certains peut-être le pensent vraiment, ayant peut-être un ego très développé. Nous connaissons c'est plus par humour, mais du coup ouais, c'est aussi un moyen d'expression et même des fois de délire. Quand tu fais des textes de bolos, le but c'est aussi faire un peu sourire le public ou tes potes, quoi, c'est ça. Parce que vous vous adressez à qui alors ? Alors là, c'est... Personne en particulier en soi, il faut pas, je pense... se limiter à un public... Chercher vraiment à plaire à un type de personne ou autre. Moi, tant que je fais des sons que je peux faire écouter à mes parents et mes grands-parents, ça va. Et voilà, après, s'il y a des personnes
puis apprécier aussi. Voilà, Et sinon je pense que j'écris pour moi en fait. Bah ouais. Avant tout le monde, j'écris pour moi. Il y a des moments où t'es pas bien, t'as fait une connerie, ou même simplement écrire 10 minutes. Des fois tu te dis, tiens, il y a une phase qui me vient, et puis il est 23h, tu l'écris, et puis à 5h du matin, tu te retrouves avec 32 mesures d'écrites parce que t'as eu l'inspi à ce moment-là. Et parce que Lissam, toi, t'as déjà 10 000 textes déjà préparés. On est plein en fait à avoir des textes, mais on est un peu des connards de pas s'enregistrer, parce qu'on a plein de textes. Surtout qu'on a aussi des études à côté, du coup, c'est vrai qu'avec toutes les échéances à venir, bien sûr. le rap, c'est pas quand même notre priorité. Enfin, ça fait partie de nos hobbies, mais du coup on n'est pas comme d'autres rappeurs qui vont dire bon non, on va choisir que ça et arrêter les études pour se consacrer qu'à ça et sortir des sons. Donc du coup c'est vrai qu'on prend un peu plus notre temps. On est un peu on s'éparpille beaucoup quoi, dans les projets. Et il y a plusieurs étapes, vous les écrivez, ensuite vous mettez du son dessus et vous les enregistrez. Vous avez déjà chacun fait des EP? Ouais, moi j'ai sorti un EP il y a 1 an là, RIP ou RAP, et il y en a un deuxième qui est en préparation là, si facilement qu'on a entendu. C'est le premier son de cette EP qui comportera 4 morceaux. En fait. Et Elvis Cruci? Il y a 2 ans bientôt, j'ai sorti du coup L'Envol du Colibri, mon premier truc, alors que j'étais pas forcément préparé, mais je trouve ça bien de sortir ce qu'on a sous la main, parce qu'après c'est vrai que au bout d'1 an, 6 mois, on commence à détester ces sons-là parce qu'on a évolué. L'année dernière, je vais peut-être sortir quelque chose. Au final, avec mon sérieux habituel, j'ai encore décommandé. Mais là, comme je veux même changer de nom, faire des choses plus sérieuses, je vais sortir un dernier EP au mois de juin qui s'appellera La Mort d'Elvis, histoire de ponctuer le truc et après ça repart. Voilà, on était jeunes. Changement de nom, je pense. Changement de blaze, avec du coup un nouveau style, une nouvelle écriture, ou c'est simplement... On va dire surtout des choses plus sérieuses et qui me ressemblent un peu plus, c'est-à-dire des instrus un peu plus calmes, musicales, et puis moi essayer d'être un peu plus posé sur l'instru. C'est un travail perpétuel, et Elvis Cruci c'était un petit intermède de jeunesse pour démarrer dans le truc. Et du coup, pour répondre juste à ta question d'avant, en fait il n'y a pas vraiment d'ordre. Tu sais, il y a des moments où en fait quand je me balade sur YouTube et je tombe sur une instru et je me dis j'ai envie d'écrire dessus, mais après c'est vrai qu'il y a des moments où je mets des instrus longues, des instrus de grunt par exemple qui durent 25 minutes. J'écris jusqu'à trouver peut-être une instru qui me plaît plus que celle sur laquelle j'ai pu écrire avant, etc. Donc voilà. Il faut savoir que même dans le processus d'écriture, il y a plein de textes qu'on sortira jamais parce que ça reste des phases comme ça. Et puis voilà. Pour les freestyles. Donc Elvis Cruci, on a compris, bientôt tu changes totalement. Ça va être tout cool. Voilà. On repart à zéro. Lissam, toi tu seras le 12 avril en première partie du concert Gang de Zouaves au Circus de Lille. Donc on pourra te retrouver là-bas, sinon on peut vous retrouver sur vos pages Facebook. Et maintenant c'est le moment qu'on attend tous. Vous allez nous chanter a cappella, un petit morceau. Donc, je vous laisse commencer. Vas-y, je t'en prie, ça marche. Elvis. Ça fait. Elvis Cruci, Nagiv bientôt, ça fait. J'écris quand je suis pas bien, sauf que tous les jours, moi j'écris, je me défoule sur mes joints, toutes les taffes ce sont mes cris, car j'ai un noyau solide, mais moi je me sens tout seul. Oui, je sais que c'est sordide quand on est né dans tout ça, mais je m'en fous du matériel, il y a cette fille que je touche pas, toute cette vie qui m'interpelle dans capitalisme, je suis mouchard, c'est parce que je médite tout le temps, maman, que je me couche tard, quand j'étais petit c'était marrant, maintenant c'est navrant plutôt, comprendre ce qui se passe dans le monde, c'est pas le Havre plus beau, moi-même souvent je me gronde, c'est pas Cruci le plus chaud, ok, coup de crosse de fourbe, car y a mes phases à éplucher. Désolé que tu sois à court de toutes les rimes les plus chères. On pourra peut-être s'accorder, on pourra même peut-être en être fier, comme France avec Annie Cordy. C'est pas nous les premiers de cordée, ça on l'a bien compris. Oui, c'est nous les premiers de corvée, mais on finira tous au corbillard et là-bas t'emmènes pas ta corvette. Si je fais pas de blague à la bigard, c'est pour garder ce corps svelte. Je trouverai bien ma Svetlana, on aura des enfants, des prophètes. On posera le paradis là, havre de paix dans trop de fêtes. Monde a des plaies, ça en dit long. Si je dépeins le monde, ça en dit large. Il y en a, ils le refont sous dit long. Il y en a même qui deviennent barges. Bien sûr, c'est l'amour qui nous sauve. Mais avant il y aura la guerre, car on ne voit pas tout couleur mauve, la paix est mauvaise pour les affaires. J'apprécie mon vieux pour le commerce, avec un autre pays ça recommence. Pays haut des droits de l'homme, alors que certains n'ont pas de toit. On accueille tout le monde au maximum, on le compte pas sur nos 10 doigts. Quand sème la mort, récolte migrants, et ça encore tout le monde s'en fout. Civil a tout perdu et migrant, Turquie son avenir est flou. Joli.
Je me rappelle ce premier texte, des rimes pas riches et cramées, énormément de ratures, je l'avais écrit au stylo. Le lendemain, je disais next, posté-mis chez Jules Chameau. Aujourd'hui, c'est lyrics pur, j'en ferai des écrits au stylet. Mis bout à bout mes mots, rejoindrai Taras à Marseille. Je révèle ce que j'ai dans le ventre, quand ça va pas l'arseigne. Mon son apaise les oreilles, même quand il y a des larcènes. Dans le rap vise le maillot jaune, pas celui d'Henrik Larsson. Sans larcin, je fascine si j'assassine mes fantasmes, mes fantassins. De la rime, ça m'a su m'être fantasque et fantastique, à toi de juger. Dans la massue, y a de la jugeote. Et même si je chuchote, tu te mets à penser, à te juger. Rien à battre d'être adulé, le bonheur grâce à mes amulettes. Tête de mule dur d'être adulte, quand t'adores rapper à tue-tête. Tais-toi si t'attends, je tâtonne. Dans les textes, je suis un titan. Le stylo pendant que je t'étais, j'ai pas attendu d'avoir 8 ans. Tous les lots que je motive, t'as compris le leitmotiv. Le rap un train, je suis devant et jamais je me démotive. Malgré mes cheveux blancs, je suis jamais en demi-teinte. Je te dévoile un de mes torts, j'ai pas les pieds sur des métères. Dis-moi tout dans la moiteur d'une tardiveur où on crie waouh. J'ai le blues dans le collimateur, pour mon bonheur, je néglige walou. Petite pause respiration, si je débite vite c'est poursuivre mon inspiration, je compte poursuivre l'aspiration vers le haut que crée l'instru. Un truc dans l'instant que ne peuvent comprendre que les intrus qui sont perçus comme des intrants. Dis un mot, je pense à une rime, je persévère, des fois c'est lassant de viser la cime comme Yann Ulrich. Maintenant tu comprendras ce que m'a apporté d'écrire, je suis pas le seul con dans ce cas, ici beaucoup le poignet s'étire, veulent le bruit de la rumeur, réaliser la prophétie. Et si le rap est mort, grâce à nous vit la poésie. Merci beaucoup Elvis Crescy et Lissam d'être venus. Merci beaucoup à toi. Donc on vous suit sur les réseaux sociaux et la journée de direct continue sur la chaîne du Media Lab. C'est la journée transmédia et tout de suite je vous laisse avec Anaïs. Alors nous sommes actuellement en régie et comme vous pouvez le voir c'est un peu le rush. Alors comment ça se passe en régie ? Ça se passe très bien, Bon, on court un petit peu, mais c'est le début de la journée, quoi. Très bien, merci. Alors on va continuer avec Yousra qui vient de faire sa chronique radio. Alors Yousra, comment s'est passée ta chronique radio ? Plutôt bien, c'est toujours un petit peu stressant, on est en direct, du coup on est tout de suite un petit peu mis dans le bain et on se rend compte que là c'est tout de suite et qu'il faut le faire, donc un petit peu stressant, mais sinon ça s'est très bien passé. Et qu'est-ce que tu nous prépares après ? Après on vous prépare une petite interview avec Louis Duflo qui va nous parler du campus de la paix. Et donc, restez avec nous pour savoir de quoi on va parler. Très bien, merci Yousra. Alors, vous pourrez retrouver cette interview à 10h39. Et tout de suite, on va retrouver Clara et son jeu radio. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale. Nous serons en direct jusqu'à 17h et il est maintenant temps de jouer à un petit jeu. Donc, il y a 4 jours, le grand Serge Gainsbourg aurait eu 90 ans et à l'occasion de son anniversaire, on va faire un jeu autour de l'univers Gainsbourg. Donc, pour jouer, nous avons avec moi Mathilde, Olympe, Juliette, Marie. Très bien, alors on va faire 2 équipes de 2 du coup. Donc, je vais d'abord poser des questions. La première chaque équipe lève la main en premier et puis j'interrogerai celle qui... La première. Est-ce que vous êtes prête ? Oui. Très bien. Alors, quel est le vrai prénom de Serge Gainsbourg ? Félix Ginsberg, Joseph Ginsberg ou Lucien Ginsberg ? Lucien ? Oui, c'est une bonne réponse pour l'équipe à ma droite. Combien d'enfants a Serge Gainsbourg ? 2 ? Non. 3 ? Non plus. 4 ? Oh oui. Est-ce que tu connais les prénoms de ces enfants ? Il y a Charlotte. Plus facile. Oui. Marie, je sais pas si... Non, je ne saurais pas te dire non plus à part Charlotte. En fait, c'est Charlotte, Lucien, Natacha et Paul. Ah. Et donc, est-ce que vous savez l'origine du célèbre chanteur français ? Est-ce que ce serait allemande, russe ou danoise ? Non, moi je dirais russe. Pas de tricherie par là-bas ? Personne ne regarde mon ordinateur discrètement. Non, je dirais russe. Très bien, mais c'est une bonne réponse. En fait, ses 2 parents étaient d'origine russe et ont fui en 1919 le pays lors de la révolution bolchevique. On va maintenant passer à un blind test. Donc j'ai 3 extraits à vous proposer et à vous de trouver le titre de la chanson. C'est parti, premier extrait. Bonnie and Clyde. Oui, bravo. Est-ce que tu sais l'année de la sortie de Bonnie and Clyde ? Non, je ne sais pas. C'est sorti en 1968. Deuxième extrait. Je t'aime moi non plus. Mais dis donc, on a quand même très fort aujourd'hui avec nous. Donc je t'aime moi non plus tout à fait avec la chanteuse britannique Jane Birkin. Et maintenant, 3e extrait. La javanaise.
magnifique. C'est magnifique, c'est un sans faute. Donc la javanaise date de 1963. Ce titre a été repris ensuite par bon nombre d'autres artistes pour lui rendre hommage. Eh bien, en tout cas, merci d'avoir joué avec nous et retour au plateau avec Victoire. Son pour Victoire. Vas-y, elle n'a pas de son. Son micro est Pas de son, Pierre Victoire. De plus en plus de Lillois dans une rue lilloise, justement. Alors sur quoi repose ce concept? Clara nous en dit plus dans son reportage. Moins de gaspillage pour plus de partage. Le deuxième frigo solidaire de France vient de s'installer sur le trottoir de la rue Salengro à Hélène. En partenariat avec Identité Mutuelle, le bar-restaurant coopératif Le Polder accueille ce second frigo en libre service. Mais alors, quel est le but de cette initiative ? Didier Lepalac et je suis le co-gérant du Polder. Donc l'idée du frigo solidaire, c'est de permettre à des gens qui ont par exemple des restes chez eux, des choses dont ils savent qu'ils ne vont pas les utiliser parce qu'ils partent en vacances ou parce qu'ils en ont pris trop ou parce que pour un tas de raisons, plutôt que de les jeter, ils peuvent les déposer dans le frigo. Donc on est sur une idée d'économie, de création d'une dynamique zéro déchet sur un territoire et on est sur le frigo toujours également dans une idée d'ordonner aux gens qui éventuellement seraient susceptibles de ne pas avoir assez. Installés dans des lieux publics, ces réfrigérateurs ouverts à tous permettent aux habitants et commerçants d'un quartier de déposer leur surplus alimentaire et, à ceux qui en ont besoin, de venir s'y servir gratuitement. Un concept qui séduit les uns mais intrigue les autres. Est-ce que moi je mettrais quelque chose là-dedans ? J'en suis pas sûr. Mais il y a bien une chose dont je suis sûr, c'est que vraiment il faut qu'on change de comportement dans notre façon de vivre. Notre société, notre environnement l'exige. Donc, est-ce que c'est une bonne idée ? Il faut voir à la pratique si les gens se mettent dans le coup, arrivent à associer à ce genre d'instruments dans leur pratique quotidienne. Bon, moi peut-être, j'en sais rien, parce que c'est vrai que c'est pas évident de venir ici expressement déposer un produit. À l'origine du projet, le restaurant La Cantine du 18, situé dans le 18e arrondissement de Paris, et deux associations de l'économie sociale et solidaire, Capoupa Cap et Le Carillon. Mais quelle différence avec les grandes associations d'aides alimentaires traditionnelles ? Wilfer Pierre, directeur opérationnel de la Banque alimentaire du Nord. L'intérêt de rencontrer une association, c'est de rencontrer déjà des personnes à qui on peut s'ouvrir sur les problèmes qu'on peut rencontrer. Donc on peut aussi obtenir une aide. Donc l'aide alimentaire, si c'est une réponse en soi parce qu'on a besoin de manger, c'est peut-être aussi un moyen, un prétexte pour rencontrer d'autres personnes qui pourraient vous aider. Donc on ne se sauve pas tout seul, on a toujours besoin des autres. Produits laitiers, conserves, fruits et légumes ou produits secs, le concept du frigo solidaire est soumis à un certain nombre de normes sanitaires que certains remettent en question. Toute idée nouvelle est intéressante. Après, bien entendu, nous-mêmes nous sommes confrontés à la réglementation concernant donc, le respect de la chaîne du froid. Donc, a priori, je me dis, si c'est bien fait, c'est très bien, mais dans ces cas-là, il faut toujours un contrôle qui peut se porter garant finalement du respect finalement de la réglementation. Parce qu'au-delà d'être très formaliste, c'est surtout la santé finalement des personnes. Alors, véritable aide de proximité ou stockeur réfrigéré, le frigo solidaire permettra peut-être aux habitants du quartier de réduire les 137 kilos d'aliments qu'ils gaspillent chaque année. Clara nous a rejoint sur le plateau pour nous apporter plus d'informations sur le sujet. Bonjour Clara. Bonjour Victoire. Bienvenue sur le plateau du Media Lab. Merci. Alors, d'où vient justement cette initiative de frigo solidaire ? Alors, il faut savoir que c'est 2 youtubeurs français qui ont lancé l'initiative et qui ont ensuite été reprises par différentes personnes ou entreprises en France ensuite. Et du coup, quel intérêt pour le gérant du Polder qu'on a vu dans le reportage d'accueillir le frigo ? Il n'a pas du tout d'intérêt financier puisqu'il n'obtient pas d'argent de ce frigo. Mais il n'obtient absolument rien. Pour lui, c'est vraiment l'aspect social. Donc de pouvoir proposer ça à ses clients ou aux usagers
de ce trottoir, on va dire ça comme ça. Donc tous les usagers, vraiment tous les passants. Voilà, tout le monde peut y mettre quelque chose ou y prendre quelque chose en fonction de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est vraiment ouvert à tous, quoi. Est-ce qu'il y a une notion aussi de non-gaspillage, justement? Tout à fait. Alors du coup, c'est aussi pour éviter de gaspiller. Par exemple, si on part en vacances et qu'on a un frigo solidaire à côté, il nous reste quelque chose dans le réfrigérateur, il suffit d'aller le déposer là-dedans pour que peut-être d'autres personnes puissent, eux, le consommer et en profiter. Et alors pourquoi plutôt aller au frigo solidaire plutôt que justement à la banque alimentaire, par exemple? C'est pas le même type d'aide? C'est pas la même chose. La banque alimentaire, c'est vraiment plus... pour aider les gens qui sont vraiment dans le besoin. D'accord. Le frigo solidaire, c'est vrai que c'est pour aider les gens en besoin aussi, mais vraiment tout le monde peut y avoir accès. C'est le côté pratique. Voilà, aussi c'est le côté pratique, et puis comme vous l'avez dit, pas de gaspillage. Alors que la banque alimentaire, on est là pour aider les gens qui en ont besoin, qui n'ont pas forcément assez de ressources pour pouvoir faire des grandes courses, enfin se nourrir proprement, donc voilà, ce n'est pas la même chose. Ici la voix. Le micro de Clara est en train de tomber. Si elle pouvait le remettre au d'aplomb, ce serait parfait. Merci. Et du coup, donc les frigos solidaires, pour l'instant, on a vu qu'il n'y en avait qu'un sur Paris et un sur Lille, c'est ça? Oui, tout à fait. Est-ce que le projet va se développer? On espère en tout cas. Je pense que le projet va se développer. J'ai cru voir un article d'ailleurs passé il y a quelques jours qui parlait d'un développement de frigos solidaires dans les villes de Bordeaux et de Toulouse. Alors après, à voir si ça va se faire ou pas. On attend de savoir en tout cas. Eh ben, on espère parce qu'on félicite en tout cas le concept. Il est 10h32 et le studio s'anime de plus en plus à l'occasion de la journée transmédia à l'Université catholique de Lille. On est en direct pendant 6 heures ensemble. Alors justement, où en est-on au niveau des coulisses ? Alors, nous sommes actuellement en studio radio et je suis avec Marie qui se prépare à faire sa chronique. Et alors, je voulais parler un peu du Media Lab. Donc, on est au studio radio qui compose le Media Lab. Donc, le Media Lab comprend un studio photo, un studio plateau dont on a été tout à l'heure, une salle de montage, le desk. Et donc, le Media Lab est un outil pédagogique au service de tous les étudiants. Donc, tous les étudiants peuvent venir au Media Lab. Et donc, il permet de couvrir de grands événements, des émissions diverses et variées, et encore de réaliser des interviews de personnalités. Voilà. Et donc, maintenant, on retrouve Marie et sa chronique sur l'e-sport. Radio UC Lille. Today, sport. Bonjour à tous. Le week-end dernier, beaucoup d'entre vous ont fait la chasse aux œufs de Pâques, mais les gamers, eux, avaient les yeux rivés sur Poitiers. En effet, la ville de Poitiers a accueilli la 19e édition de la Gamers Assembly, le plus grand rassemblement en France consacré aux jeux en réseau. Et cette édition 2018 va rester dans les annales puisqu'elle a battu tous ses records. 2019 joueurs et 23 800 visiteurs ont arpenté le parc des expositions de Poitiers. Et ces mêmes joueurs ont participé à pas moins de 18 tournois sur 2100 ordinateurs et 130 consoles. J'ai mémorisé pour vous 2 temps forts de cette Gamers Assembly. Tout d'abord, un temps fort attendu par beaucoup d'entre nous, la finale du LoL Open Tour, le championnat de France de League of Legends. La team Gamers Origins a conservé son titre de championne nationale en écrasant la team LDLC 3-0. Mais cette dernière, ainsi que Gamers Origins, remporte tout de même son ticket pour l'European Cup, le nouveau format du championnat européen. Si on y ajoute Millennium, nous connaissons désormais le trio d'équipes qui va représenter la France dans les semaines à venir. Et pour finir, le moment tristesse de cette Gamers Assembly, la chute de notre Odemian national en finale du championnat Hearthstone. Le joueur d'Arma Team, qui s'était illustré quelques semaines auparavant en sortant victorieux du prestigieux tournoi HCT Toronto, a perdu 1-2 contre le joueur Grosso de Myth Legion. C'est dommage, personnellement je l'imaginais déjà champion du monde. Pour moi, c'était déjà le nouveau Pavel, et pour nos auditeurs, Pavel était champion du monde en 2016 et a signé quelques mois après chez Arma Team. Coïncidence? Je ne pense pas. Laissez-lui un peu de temps pour s'en remettre et je suis sûr qu'il finira en finale à la BlizzCon. Compromis entre se mettre au sport et rester confortablement installé chez soi. Merci Marie.
2018, c'est aussi l'occasion de célébrer le centenaire de la Grande Guerre. Et pour l'œuvre, des expositions et des animations seront organisées à l'Université catholique de Lille, notamment le campus de la paix. Et pour nous en dire plus, nous allons vous présenter notre deuxième invité qui va répondre à nos questions sur le sujet. C'est Louis Duflot. Aujourd'hui, Louis Duflot, étudiant passé par la FLSH et chargé de communication à Between, qui va nous parler du campus de la paix. Mais le campus de la paix, c'est quoi exactement ? C'est une journée de conférences et d'ateliers organisée à l'Université catholique de Lille par Fête la paix. Fête la paix, c'est une rencontre internationale pour la paix qui a lieu du 19 au 22 avril. Sur les 4 jours, plusieurs événements sont organisés dans le cadre des commémorations liées au centenaire de la Première Guerre mondiale. À Lille, Arras et différents lieux d'Artois auront lieu des rassemblements pour la paix, des concerts-spectacles, des villages de la paix et une chaîne humaine de 15 km. À l'Université catholique de Lille, les conférences et ateliers auront lieu le vendredi 20 avril autour de plusieurs thématiques différentes. Bonjour Louis, nous vous accueillons sur ce plateau et vous donc travaillez à la vie étudiante de l'Université catholique de Lille. Donc qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le campus de la paix ? Tout d'abord, bonjour. Alors, le Campus de la Paix, c'est une journée, donc le 20 avril. C'est une initiative de l'association Fête la Paix et de l'Université catholique de Lille. Donc, en fait, ça fait partie des commémorations de la Grande Guerre. Donc, ça va être les 100 ans de la fin de la Première Guerre mondiale. Et donc, dans ce cadre, la Catho et la journée Comprendre. Donc, via des conférences et des ateliers, nous allons essayer de comprendre les différentes thématiques autour de la guerre et de la paix. D'accord. Et quels sont les objectifs qu'il y a autour de cet événement ? Donc, au niveau des objectifs, en fait, il y a vraiment une envie de réflexion sur le sujet de la guerre et de la paix. Qu'est-ce qui a changé au cours du dernier siècle ? Et aussi de montrer l'implication que ont l'Université catholique de Lille sur ces grandes questions. D'accord. Et quels sont exactement les grands acteurs de cet événement ? Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns ? Donc, il y a le diocèse de Lille, celui de Cambrai et celui d'Arras, qui font partie de l'organisation de l'événement, ainsi que la ville d'Arras. Il y a aussi donc l'Université catholique de Lille. Et pour la journée du 20 avril, nous avons 28 intervenants qui viennent du monde entier. Donc, nous avons donc un ancien ministre italien, Andrea Riccardi. Nous avons l'ambassadeur de la République tchèque, Petr Drulák, qui vont venir faire des conférences et animer donc, certains ateliers aussi. Très bien. D'accord. Et est-ce que cela va devenir un événement récurrent ou est-ce que c'est vraiment Alors, pour l'instant, ça n'est pas prévu, vu que c'est dans le cadre du centenaire. Donc après, on verra si l'événement lui-même marche, mais pour l'instant, c'est pas prévu. D'accord. Il n'y a pas d'autres événements, peut-être dans le même genre, qui vont se créer au fil des années ? Pas à ma connaissance, en tout cas. D'accord. Et donc, est-ce que vous avez un petit mot pour la fin ? Un petit mot pour la fin, pour convaincre nos étudiants de venir participer à cette journée de conférence autour de la paix ? Il va y avoir en fait tout un programme qui va être fait pour les étudiants, donc qui sera différent des participants. Donc ils auront une conférence et un atelier au choix. Nous allons créer un atelier spécialement pour les étudiants qui est l'expression de la paix, donc via des ateliers manuels et aussi un mur de la paix. Il y a aussi donc 6 expositions organisées par l'Université catholique de Lille, donc les différentes facultés, l'atelier photographie et le campus créatif. Donc tout ça en fait va rentrer dans le programme pour justement montrer aussi l'implication des étudiants sur le sujet. Et aujourd'hui, nous avons un petit atelier dans le hall de Robert Schuman de midi à 15h pour sensibiliser les jeunes sur ces grandes questions. Eh bien, que d'activités au programme alors. Merci beaucoup Louis d'être venu avec nous. N'oubliez pas que nous sommes en direct jusque 17h et nous vous emmenons à présent faire un tour dans les coulisses avec Anaïs et Naël. Alors, je suis actuellement avec Olympe, Marie, Mathilde et Juliette et on va demander comment ça s'est passé depuis le début de l'émission. Alors, comment ça s'est passé, Juliette ? Bien, je suis juste un peu déçue d'avoir perdu au blind test contre Olympe, mais bon, c'est la vie. Hein. Et toi, Mathilde, comment ça s'est passé ? C'était un petit peu stressant le plateau, mais au final, c'est bien passé, c'était super. Pareil que Mathilde, c'est toujours un peu stressant de passer en direct, mais ça a été, ouais. Non, ça va, je suis contente d'avoir gagné le blind test. Ok, super, merci les filles. Alors à suivre, un reportage sur le massacre d'Ascq présenté par Chloé. Et tout de suite, on vous laisse avec Rachel et sa chronique sur France TV après la plainte de Vincent Bolloré.
Mardi s'est tenu un procès très attendu dans le domaine médiatique. France Télévisions et le journaliste Tristan Walex sont jugés par le tribunal correctionnel de Nanterre pour diffamation. La cause, Vincent Bolloré avait porté plainte en 2016 après la diffusion de compléments d'enquête sur France 2. Tristan Walex y dresse le portrait de Vincent Bolloré. On y voit la création de son empire, mais un point est mis en avant dans l'enquête, les entreprises dans lesquelles il investit en Afrique. Et là, problème, les conditions de travail choquent. Des mineurs sont employés, ils n'ont pas de vêtements de protection. Pour le salaire, ils sont payés à la tâche et leurs conditions de vie sont parfois insalubres. L'homme d'affaires se défend, l'État camerounais est l'investisseur majoritaire de l'entreprise mise en cause. Et en se focalisant sur cet aspect, le journaliste déformerait la réalité d'un groupe présent dans 143 pays et qui emploie 59 000 personnes. Pour Tristan Walex et France Télévisions, il s'agit de prouver l'équilibre du reportage et la prudence dans les propos employés. Durant l'audience, le journaliste répète que tout ce qui est montré est vrai. Il affirme avoir contacté Vincent Bolloré pour qu'il réponde aux accusations, sans succès. Pour France Télévisions, ce procès est d'abord un moyen de pression économique. L'homme d'affaires réclame en effet 450 000 € de dommages et intérêts. Lors d'un procès la semaine dernière devant le tribunal de commerce, il avait également réclamé 50 millions d'euros à la rédaction. Le verdict pour le procès au tribunal de Nanterre sera le 5 juin prochain et au tribunal de commerce le 12 juin prochain. Merci Rachel pour ces éclaircissements. Une affaire judiciaire et médiatique à suivre donc. Honneur à la Grande Guerre pour son centenaire, certes, mais la Seconde Guerre mondiale a été tout aussi tragique et meurtrière dans la région. Retour justement avec Rachel et Chloé sur l'un des massacres les plus meurtriers de la région lilloise, le massacre d'Ascq, les 1er et 2 avril 1944. Le 27 mars dernier, la FLSH a organisé une rencontre avec Jacqueline Duhem pour parler du massacre d'Ascq. Peu connue du grand public, cette conférence est l'occasion d'en savoir plus sur ce bout d'histoire qui a marqué la région. La commune de Villeneuve-d'Ascq va être l'objet d'un massacre perpétré par des Waffen-SS qui étaient dans un train qui va être saboté. Donc les SS mécontents vont descendre du train et commencer à massacrer une partie de la population. Et ce massacre va être arrêté en partie par l'intervention de la Feldgendarmerie, donc la gendarmerie militaire allemande. En Allemagne, les crimes de guerre sont imprescriptibles, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, un arrière-petit-fils de massacrés a porté plainte et on a découvert qu'un ancien sous-officier était encore en vie. Aujourd'hui, il a 95 ans, donc il est dans le cadre d'une procédure judiciaire. Ce qui est assez intéressant de montrer que l'histoire est une question également d'actualité. Plus que d'actualité, parler du massacre d'Ascq est pour Jacqueline Duhem l'occasion de faire un travail de mémoire. Sur le thème de la mémoire en particulier, c'est que ce massacre d'Ascq qui était très très connu après la Seconde Guerre mondiale, fin des années 40, début des années 50, on va dire que maintenant, surtout à partir des années 60-70, a été occulté. On voit très bien que dans les manuels d'histoire, on a si peu de temps pour parler de la Seconde Guerre mondiale, que dès qu'on parle de massacre en France, eh bien, on voit que dans les manuels, on parle avant tout, il y a un massacre. Quand on parle d'un massacre en France pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est Oradour-sur-Glane. Pour que jamais ne soit oublié ce massacre, Jacqueline Duhem aimerait que les manuels scolaires aillent plus loin. Vous voulez, dans les manuels scolaires, ce qui serait bien, c'est que déjà on parle plus dans ces manuels scolaires de la spécificité du Nord-Pas-de-Calais pendant la Seconde Guerre mondiale, qui était rattachée non pas au commandement militaire allemand de Paris, mais de Bruxelles, alors que le Nord-Pas-de-Calais a été un haut lieu déjà de résistance. Jamais on en parle, ou c'est très très peu. Donc on aimerait ainsi, moi en tant qu'historienne, mais aussi tous les familles de victimes, pas seulement d'Ascq, mais d'ailleurs, victimes aussi de la répression au quotidien pendant la guerre, que le Nord-Pas-de-Calais ne soit pas oublié de la mémoire nationale. Rachel nous a rejoint en plateau pour nous expliquer un peu cet événement historique. Bonjour Rachel. Bonjour Victoire. Alors pourquoi justement on parle du massacre d'Ascq en ce moment ? Alors on en parle beaucoup parce que justement Jacqueline Duhem, qu'on voit dans le reportage, est historienne. Elle travaille sur ce massacre depuis longtemps pour
pour un intérêt personnel. Donc son travail se concentre là-dessus. Et en fait, en Allemagne, un ancien SS a été retrouvé. Le crime de guerre dans le pays est imprescriptible. D'accord, oui. Donc, dans le jugement de cet ancien SS, elle va témoigner comme spécialiste en fait de la question. D'accord, donc ça apporte un avis vraiment spécialisé voilà, sur la question. Voilà, c'est ça. Parfois, on peut faire venir la police scientifique, par exemple. Là, c'est une historienne qui vient apporter des preuves des accusations preuves à son tangibles et encontre. historiques, Voilà, d'accord, contre lui, d'accord. Et quel type d'hommage aujourd'hui on rend justement au massacre d'Ascq parce que c'est vrai que globalement la région a été très touchée par la guerre. Quels hommages on rend un peu en ce moment justement au massacre en particulier ou à la guerre en général Alors, à la guerre, je pense qu'on le voit bien avec le centenaire. Au massacre, c'est ce que Jacqueline Duhem explique. C'est compliqué pour les habitants de Villeneuve-d'Ascq, donc différentes communes qui se sont regroupées dans Villeneuve-d'Ascq. Oui, c'est ça, parce qu'il y a Ascq village et il y a Villeneuve-d'Ascq qui s'est construit autour. Voilà, exactement. Donc c'est compliqué pour les habitants de comprendre et de continuer à avoir cette mémoire des événements. Souvent, ils se désintéressent un petit peu de ce qui s'est passé parce qu'ils préfèrent l'oublier et donc ils ont tendance à pas assez commémorer tout ce qui se passe justement. Donc ça, c'est un problème et c'est pour ça que Jacqueline Duhem donne autant d'attention à cette question parce qu'elle veut vraiment que ça perdure pour qu'on comprenne que c'est quelque chose d'important et il faut pas que ça se reproduise surtout. Donc ça, quel type d'impact au final le massacre il a eu sur l'histoire nordiste parce que visiblement les habitants sont encore touchés, même des générations après. Donc, quel a été son impact vraiment Bon, alors, c'est un impact comme tous les autres massacres. Ça a marqué la population, on s'en souvient encore des générations après. Oui, c'est d'abord émotionnel, principalement. D'accord, ok. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, pour ces précisions. Dernier point avec Anaïs et Naël pour prendre la température dans les backstage. L'équipe suivante est-elle prête ? Nous sommes toujours en coulisses et de nouveau avec Yousra. Et Yousra, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu sais quand est-ce que l'Université catholique de Lille a été fondée ? Alors, quand est-ce que notre petit Poudlard a été fondé ? 1875, je pense. Mais alors, l'histoire qui va avec, je ne l'ai pas du tout. Eh bien, c'est correct, tu as tout à fait raison. Donc, l'Université catholique de Lille a été fondée en 1875 par Philibert Vraud, qui était très gêné par l'absence d'une telle structure à Lille, alors que les facultés publiques étaient établies à Lille depuis 1854. Et c'est en 1973 que la Fédération universitaire et polytechnique de Lille se crée pour regrouper une quarantaine de structures privées d'enseignement supérieur. Donc voilà comment a été créé notre petit Poudlard, comme tu dis. Voilà. Et tout de suite, alors on retrouve Juliette et Olympe pour le Flash Info. Les infos. Salut Olympe, on commence par la multiplication des blocages dans les universités. Oui Juliette, l'UNEF a annoncé qu'une dizaine d'établissements sont encore perturbés ce vendredi. Lille est entrée dans le mouvement cette semaine. Une centaine de protestataires bloquent le campus de Lille 2. Les jeunes insoumis demandent le retrait de la réforme de l'accès à l'enseignement supérieur. Ils ont voté pour le blocus illimité de la fac tant que l'annulation des examens ne sera pas prononcée. Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé hier que les examens auront évidemment lieu malgré les violences de ces derniers jours. Passons à l'international. Depuis hier, Madrid retient son souffle. Effectivement, il pensait l'affaire réglée, mais Charles Puigdemont, ex-président de la Catalogne, est finalement libéré par les Allemands et placé sous contrôle judiciaire. Il avait été retenu par la justice allemande suite au mandat d'arrêt que l'Espagne avait lancé pour cause de rébellion. Mais l'Allemagne empêche Madrid de le juger pour ce crime, passible de 30 ans de prison. Les magistrats ont tenu compte des arguments développés par les avocats de M. Puigdemont et ont décidé de le libérer. Cependant, rien n'est certain, Puigdemont pourrait encore être extradé pour détournement de fonds publics. On retourne en France pour un autre conflit, celui qui concerne Air France. Et oui, le conflit salarial se poursuit. Mercredi, la réunion a tourné court entre la direction et les syndicats d'Air France. L'intersyndicale dénonce un simulacre de négociation dans le but d'obtenir une hausse de 6% des salaires. 4 jours de grève supplémentaires sont prévus les 17, 18, 23 et 24 avril.
Les 3 derniers jours coïncident avec les dates de grève programmées par la SNCF. Oui Olympe, et l'on peut dire que c'est loin d'être fini. On apprend ce matin que le mouvement risque de durcir. Hier, la ministre des Transports Elisabeth Borne a reçu les syndicats de la SNCF pour leur première réunion de concertation. Celle-ci a duré près de 7 heures. Malheureusement, les partis n'ont pas trouvé de point d'accord, les syndicats étaient très remontés, le chef de la CGT a même dénoncé une véritable mascarade. On passe à la politique. Arrêté en état d'ivresse, Jean-Vincent Placé est en garde à vue depuis mercredi soir. L'ancien secrétaire d'État aurait importuné des femmes dans un bar parisien avant d'insulter le videur de l'établissement ainsi que les forces de l'ordre. L'écologiste a été interpellé à 2h du matin par des agents de la brigade anticriminalité. Lors de son arrivée au commissariat, son taux d'alcoolémie était de 1,16 g d'alcool dans le sang. On passe maintenant à la culture. Juliette, on aurait du nouveau sur le prochain festival de Cannes. Oui, je ne sais pas si tu sauras reconnaître Olympe qui dit « Mais vous savez, moi, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. » C'est Edouard Baird dans Astérix Mission Cléopâtre. Et oui, bien sûr, Edouard Baird, comédien, connu pour son célèbre monologue dans Astérix Mission Cléopâtre, mais aussi pour ses films, ses rôles dans des pièces et ses improvisations poétiques à Radio Nova, est en train de vivre une très bonne situation pour le coup. Il a été choisi pour être maître de cérémonie de la 71e cérémonie du Festival de Cannes. Celui-ci l'a annoncé dans un communiqué de presse écrit à la 3e personne. On peut lire « Edouard Baird propose d'apporter à cette soirée d'apparence guindée et embijoutée un regain de goût pour le cinéma, une certaine gaieté décontractée, un plaisir d'être là, bref, la vie. Le ton est donné, je pense, on a hâte d'y être. » Radio UC Lille, la radio de l'Université catholique de Lille. Merci Juliette et Olympe pour ces précieuses informations. Et on accueille désormais Théo pour vous mettre un peu l'eau à la bouche. Bonjour Théo. Bonjour Victoire. Bienvenue sur le plateau du Media Lab. Alors donc vous allez être à l'antenne de 13h à 14h cet après-midi, il me semble. Et justement, comment vous avez préparé un petit peu votre émission pour cet après-midi ? J'ai envie de dire comme tout le monde, avec assiduité, en avance évidemment. Et beaucoup de travail fourni. Donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Vous êtes bien répartis les rôles, tout le monde a... C'est ça, on s'est bien répartis les rôles, on alterne entre le plateau télé et la radio. Donc voilà, on a diversifié les rôles pour chacun et tout le monde sera sur le pont. Et globalement, sans trop spoiler, quelles vont être vos thématiques, que ce soit au niveau des interviews, au niveau des chroniques alors du coup, on aura un invité, Louis Debeau, qui est membre de la Fédé. Il viendra nous parler de l'événement organisé par la Fédé ce mercredi, donc la récré. Oui, d'accord. Je ne sais pas si vous y avez Tout à fait, on est passé faire un tour. C'était organisé par la Fédé, donc il sera en plateau. On aura aussi un reportage sur l'ONG Oxfam, qui a organisé hier une braderie. Pour au niveau de une braderie où ils vendaient des fringues, des bouquins, etc. Oui, des objets du quotidien, des objets qui étaient vendus en braderie tout simplement. D'accord, ouais. Et on aura aussi des chroniques, on va parler de sport avec la situation du LOSC, on aura aussi un portrait du fondateur de Spotify qui récemment faisait la une des journaux parce qu'il Spotify vient de rentrer en bourse. Donc voilà, plein de thématiques variées pour une heure complète. Donc plutôt variées, de l'international, du plus local au final. C'est ça, on fait un petit peu divers, tout au final, un petit peu comme tous les groupes qui vont passer de 10h à 17h. Et justement, quel sentiment vous avez globalement dans votre groupe ? Est-ce que c'est plutôt du stress, de l'excitation ? Ce que je crois que vous allez présenter. Je présente avec Tristan, on va se alterner les rôles, on va alterner la présentation. Et écoutez, je pense que oui, il y a du stress, non, parce qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal. On a bien bossé, et puis ça va être surtout un bon moment à passer. Ça restera un bon souvenir en tout cas. Un très bon souvenir, surtout avant la fin des études. Évidemment. Merci beaucoup Théo pour ces informations. On vous attend donc avec impatience. Vous, ça sera de 13h-14h. Voilà, le créneau 13h-14h. On retrouve désormais Rachel pour une petite chronique scientifique, toujours pour la journée transmédia à l'Université catholique de Lille. Radio UC Lille. Today, culture. Alors je vais vous parler de trucs super difficiles à concevoir avec plein de chiffres. Si je vous dis 9,3 milliards d'années-lumière, vous avez du mal à imaginer ce que ça représente. Eh bien, les chercheurs ont vu l'étoile Icare située à cette distance de la Terre, c'est-à-dire 10 fois plus loin que les étoiles qui ont déjà été observées jusque-là. Cet exploit a été réalisé grâce au télescope spatial Hubble de la NASA. En réalité, la création de l'étoile que les astronomes ont vue s'est produite il y a plusieurs milliards d'années. On va essayer de faire simple, l'étoile est née 4,4 milliards d'années après le Big Bang, c'est-à-dire la création de notre univers. Il a fallu 13,8 milliards d'années pour que la lumière créée puisse être vue depuis la Terre.
Si les chercheurs ont pu l'avoir, c'est également grâce au phénomène de la lentille gravitationnelle. En gros, à un endroit de notre univers, on peut percevoir beaucoup de galaxies accumulées. Cette accumulation distord la lumière et permet aux chercheurs de voir des étoiles invisibles depuis un tout autre endroit de la Terre. D'après les chercheurs, cette étoile serait jusqu'à 1 million de fois plus lumineuse et environ 2 fois plus chaude que notre Soleil, de quoi donner le tournis. Radio UC Lille, la radio de l'Université catholique de Lille. Merci Rachel de nous faire voyager jusqu'à la galaxie. Eh bien, c'est la fin de cette première heure d'émission à l'occasion de la journée Transmédia, toujours donc en association avec les licences MCC3, les Master 1 et les Master 2 de journalisme de l'Université catholique de Lille. Merci déjà pour votre attention et votre écoute durant cette première heure. On espère que le contenu vous a plu, qu'on vous a proposé de belles thématiques. Et n'oubliez pas, restez en direct puisqu'on est ensemble jusque 17h, donc durant 6 heures non-stop. Et nous, on va se retrouver prochainement pour de nouvelles émissions. Merci encore et bonne journée sur Radio UC Lille et le plateau du Media Lab à l'occasion de la journée Transmédia.